Terrasse, le podcast qui facilite la vie étudiante. Tiens, ce week-end, j'ai bingé les 3 saisons de Sex Education. J'ai vu que tu faisais semblant de te masturber. Et je me demandais si tu avais envie qu'on en parle. VIH, non-binarité, infertilité, avortement, fétichisme. La série aborde beaucoup de sujets en matière de santé, de prévention et d'émancipation sexuelle. Bon, elle montre aussi que certains clichés ont la peau dure et que de nombreux décalages générationnels et culturels persistent sur les enjeux de sexualité. En fait, elle reflète quelque chose de très prégnant, c'est que l'intimité reste un sujet très tabou et encore méconnu, que ce soit de la part des individus eux-mêmes, de celle de leurs amis, de leur famille et parfois même de certains professionnels de santé. Enlever le côté tabou d'une relation sexuelle, c'est le mieux et que vraiment c'est hyper important de communiquer dessus et d'être à l'aise d'en parler. Et surtout cette histoire de consentement, faut en parler quoi. Personnellement, moi, tout mon apprentissage sur cette éducation sexuelle, déjà, c'est pas du tout l'école qui me l'a donné. En 15 ans de vie scolaire, entre guillemets, j'ai eu que 1h30 ou 2 heures d'éducation sexuelle qui était donnée par un couple de septagénaires, quoi. Et du coup, cet apprentissage de la vie sexuelle, personnellement, moi, je l'ai tout eu par Internet. Votre santé sexuelle va de pair avec votre vie affective. Ensemble, elles forment un processus central de vos vies, et en particulier pendant vos années étudiantes. On va tenter de démêler tout ça en vous donnant les infos et les conseils nécessaires pour garder le contrôle de votre santé et de votre bien-être sexuel. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers, monsieur là ? On commence avec le premier invité pour l'apéro. Vous le connaissez sans doute, il s'agit de Pierre, alias Sexopsycho sur Instagram. Il est psychologue et sexologue et on l'a appelé pour qu'il livre son analyse et quelques conseils sur la sexualité pendant les années étudiantes. T'as lancé un compte Instagram, c'est Sexopsycho. Est-ce que, en 2 mots, tu peux nous présenter ce que tu y publies et pourquoi ? Alors, c'est un compte qui parle de sexo et de psycho, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et le but, c'est d'essayer de proposer 6 catégories de publications par semaine. Donc, il y a une catégorie lecture et filmo qui tourne autour de la psychologie ou de la sexo, toujours un peu ces 2 thèmes. Il y a des outils thérapeutiques. Donc des choses que les personnes peuvent appliquer en autonomie. Il y a il faut qu'on en parle. Donc en gros c'est détabouiser certains sujets très bloqués. Il y a des reels pour faire un peu rire la communauté. Et puis il y a des IGTV pour parfois expliquer un phénomène ou présenter un objet pour le désacraliser. Et je crois que j'ai fait puis des citations qui permettent aux personnes de s'imprégner de certaines phrases pour enlever les injonctions. Voilà. Pour faire le lien avec l'épisode du podcast qu'on est en train de créer, c'est quoi les problématiques des étudiants que tu reçois ou avec lesquels tu échanges en termes de santé ou de bien-être sexuel ? Alors très souvent, quand ça va être les étudiants, ça va être souvent lié au stress. Quand ça va être aussi les problématiques au niveau du couple. Souvent des personnes qui sont en pleine exploration de leur sexualité, de leur intimité, et puis ils le font souvent en même temps qu'ils explorent une autre personne. Okay. Donc le problème c'est que justement il faut réussir à tirer un peu les ficelles pour savoir ce qui dépend de mes envies, de mes besoins, plutôt que d'être que dans l'exploration de ceux des autres. Ouais. Du coup, parfois c'est cette problématique-là. Et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui verbalisent juste leur envie d'être normales. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que très souvent, quand on cherche la normalité en sexualité, on est un peu perdu parce qu'il n'y a pas de normes et il faut réussir à définir sa propre identité. Et c'est aussi ça que je reçois, c'est parfois des personnes qui sont dans des questionnements au niveau de l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Pour ce podcast, on a tendu notre micro à pas mal d'étudiants en sortie d'amphi ou en terrasse. Ils nous ont majoritairement et assez spontanément évoqué le consentement comme étant au cœur de leurs problématiques actuelles en termes de sexualité, de manière générale. C'est quoi les conseils que toi, tu peux leur donner pour être bien armé face à cet enjeu du consentement ? Alors c'est vrai que déjà il y a une particularité, c'est que derrière le mot consentement, il y a beaucoup de gens qui mettent des choses différentes. Ça peut être intéressant déjà de trouver sa propre définition du consentement, dans le sens où parfois il y a des personnes qui ne l'utilisent que dans la sexualité par exemple, mais pour qu'il ait plus de corps et plus de résonance, c'est important de l'utiliser aussi dans la vie de tous les jours. Donc ça peut être notamment dans le fait de ne pas faire des activités qui nous déplaisent, de ne pas aller voir des personnes qui n'ont pas forcément
forcément un bon impact sur nous. Voilà, ça commence là le consentement. Et après, l'idée c'est aussi de prendre un temps pour déterminer quel est l'objectif dans les interactions. Et si on n'est que dans un objectif qui sert l'autre ou un objectif qui sert le fait de ne pas être rejeté, peut-être qu'il y a quelque chose à aller travailler peut-être avec un ou une professionnelle sur le sujet pour justement ne pas agir contre ses envies, contre ses besoins, juste par peur du rejet ou de la séparation. Pour continuer un peu sur ce sujet, en tout cas sur un corollaire, est-ce que tu dirais que la sexualité des étudiants est encore marquée par les inégalités entre les genres ? Alors, et si oui, est-ce une disposition qui tend à s'équilibrer ces dernières années ? Alors oui, il y a une grande différence. De toute façon, il en subsiste une forcément par le fait d'être sexualisé ou non. Donc forcément, il va avoir un taux d'agressivité. Quand je dis agressivité, c'est dans le sens des agressions et des crimes qui sont perpétrés contre certains genres et moins contre d'autres. Après, il y a aussi une réalité, c'est que l'expression de genre va aussi beaucoup être ciblée. On retrouve une grosse angoisse de performance chez les personnes en fonction de ce qu'elles vont laisser paraître, ce qu'elles vont donner à penser sur leur sexualité. Et le problème, c'est qu'il faut toujours trouver le juste milieu entre montrer qu'on a de l'expérience pour avoir un certain statut et en même temps pas trop, sinon pour être jugé pour nos mœurs. Donc en fait, c'est souvent ce jugement hâtif qui est posé qui crée beaucoup de problèmes, alors que la réalité, c'est que si chacun cherche davantage la question à la réponse, est-ce que cette personne est en détresse, est-ce que cette personne vit bien sa sexualité, si on se base uniquement sur ces deux critères, normalement, on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus viable pour tout le monde. Mais ça, c'est en théorie. Et j'ai une dernière question. Si tu n'avais qu'un seul conseil à donner à une étudiante ou un étudiant pour garder le contrôle de sa sexualité, ce serait lequel ? Alors je vais pas me tromper. Donc pour garder le contrôle de sa sexualité, souvent on conseille aux personnes d'être dans le lâcher prise. Moi j'aurais tendance à dire aux personnes de laisser cette phrase-là un peu de côté et de partir dans l'idée que il y a des choses que je souhaite en termes de fréquence, en termes de diversité, qui sont parfois poussées à aller explorer plus loin. C'est-à-dire qu'on veut avoir une sexualité encore plus débridée, on veut aller encore plus loin dans nos envies, tester de nouvelles pratiques. Parfois, le conseil que je donnerais, c'est que parfois, ce qui peut être sympa, c'est de revenir aussi aux basiques de son intimité et de sa sexualité, comme par exemple se réapproprier les caresses, se réapproprier la tendresse, se réapproprier le fait de parler de sexualité. On est déjà en train de faire du sexe quand on est en train de parler de sexualité avec son ou sa partenaire. Donc voilà, c'est de revenir aux basiques pour éviter de s'étendre vers des pratiques qui peut-être ne nous ressemblent pas ou peut-être vont nous aliéner le plaisir. Eh ben, merci beaucoup, Pierre. Merci. Excusez-moi, ça fait Avant de retrouver les invités à la grande table, on a proposé à Erwan de faire la connaissance d'Adrien, qui est étudiant relais santé à l'Université Lyon 1. C'est l'heure du speed dating. Lorsque l'on s'interroge sur le sujet de la sexualité, ça n'est pas toujours facile d'en parler à ses proches. Des professionnels de santé sont toujours à notre écoute, mais là aussi, le blocage peut persister. Alors on se dit parfois qu'on aurait besoin d'un regard neuf et objectif, le regard de quelqu'un qui nous ressemble. Et me voilà rassuré puisque j'ai rencontré Adrien, il est étudiant relais santé. Salut Adrien. Bonjour. Adrien, on m'a dit de me tourner vers toi, mais j'ai pas bien compris ton rôle. Comment tu peux m'aider ? Alors cette année, je suis l'un des 12 étudiants relais santé de l'Université Claude Bernard. Notre rôle, c'est d'être un relais entre le service de santé universitaire et les étudiants et étudiantes de l'Université Lyon 1. Pour faire de la prévention, de la réduction des risques sur des sujets ciblés comme la vie sexuelle, le consentement, les addictions, le bien-être ou encore la santé mentale. Et cette prévention-là, elle se déroule comment ? On prend rendez-vous et ça se passe comme une consultation chez le médecin ? Alors, en tant qu'étudiant et étudiante relais santé, on ne fait pas vraiment de consultation. C'est-à-dire que nos actions se limitent à la rédaction de supports de communication et d'activités sur les campus et en soirée étudiante. Et notre objectif, c'est de renseigner majoritairement sur l'existence du service de santé universitaire, de mener des actions de prévention, d'apporter un soutien aux personnes en faisant la demande, etc. Pour bénéficier d'une consultation médicale, psychologique ou infirmière, ça se passe directement avec le service de santé universitaire qui est doté de professionnels de santé, de médecins, de psychologues, d'infirmiers et d'infirmières. Faut savoir que ces consultations sont complètement équivalentes à la médecine de ville et on peut prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone. Et ça a l'air vraiment génial, mais si je veux prendre rendez-vous et que je suis un peu en galère ce mois-ci, ça coûte combien ?
Alors, il faut savoir que le dispositif du service de santé universitaire, il a été pensé pour les étudiants et étudiantes. Les consultations psychologiques et infirmières sont complètement gratuites, tout comme la vaccination. Pour consulter un médecin, en revanche, on bénéficie du tiers payant de la sécurité sociale, mais on doit quand même avancer les 7 € de la mutuelle qui seront ensuite remboursés. Ok, parfait. Et si j'ai d'autres questions, autres que sur la sexualité, je peux aussi faire appel à un étudiant relais santé ? Bien sûr, en fait, on aborde différents thèmes tournant autour de la santé étudiante en général. Par exemple, les addictions, le bien-être, la santé mentale et le harcèlement, tout ça, c'est au cœur de nos actions. Pour toute question, on peut renseigner avec nos connaissances personnelles et on fait même tester la réalité virtuelle où on explique comment agir en tant que témoin dans une situation de violence sexuelle. On fait aussi des escape games avec des tas de dispositifs différents. Pour ça, vous pouvez nous suivre sur Instagram pour avoir toutes les infos. Le pseudo, c'est @ers.lyon1. Et justement, ce point Lyon 1, est-ce que même si je suis étudiant à Lyon 2, je peux prendre rendez-vous auprès de toi ? Alors, étant donné le fait que le dispositif est financé par Lyon 1, les étudiants et étudiantes relais santé, ils sont forcément de Lyon 1, mais le champ d'action, il s'étend sur tous les campus de Lyon 1 pour les étudiants qui soient internes à l'université ou externes lors de conférences ou de rassemblements nationaux, par exemple. Ok, ça marche. Et du coup, dernière question, comment je prends rendez-vous déjà ? Alors pour prendre rendez-vous, ça se passe directement sur le site du service de santé universitaire. Il suffit de taper SSU Lyon 1 dans un moteur de recherche pour y arriver. D'accord, c'est noté. Merci Adrien. Alors, je vous laisse vous installer sur la grande table. Ce qu'on va faire dans ce nouvel épisode dans Terrasse, c'est partir du vécu et de la réalité des étudiants à qui on a tendu nos micros ces dernières semaines. Et pour ce faire, autour de la table, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir Emma Dumurgier, chargée de mission et de prévention à l'association FRIS. Salut Emma. Salut. Ensuite, Delphine Julienne, chef de projet égalité, diversité à l'université Lyon 1. Salut Delphine. Salut. Ensuite, j'ai 2 étudiantes autour de la table. Garance en master d'études sur le genre dans le sport. Salut Garance. Salut. Et Priscille en master de psychologie. Bonjour. On a pris nos micros ces dernières semaines pour questionner les étudiantes et les étudiants sur leur appréhension de la sexualité et de l'intimité en 2021. Je vous propose qu'on les écoute. Alors pour moi, le bien-être sexuel, c'est avant tout un équilibre, je pense, avec les partenaires qu'on a. Et la sexualité à 20 ans, je pense qu'elle va être propre à chaque personne. Donc il y en a qui vont avoir une sexualité plutôt ouverte, en allant voir, on va dire, un peu de partout ou autre, en ayant des expériences, en testant un peu tout. Et d'autres, souvent, qui vont être avec la personne avec qui ils sont depuis un bon petit bout de temps. Et ça va vraiment être, on va dire, une sexualité classique au sein d'un couple. Il y a toujours une différence chez les hétéros, je trouve, de mec et meuf, tu vois. C'est quand même rythmé par le mec. Quand c'est fini quoi. Alors que toi, que ce soit fini ou pas, ça peut y aller quoi. Moi, ça c'est encore un truc où je me dis, c'est marrant quand même. C'est trop chelou que ce soit institué comme ça. Donc clairement, les enjeux de l'intimité et de la liberté se posent plus de la même manière pour les étudiantes et les étudiants qu'on a rencontrés dès lors qu'ils vivent plus chez leurs parents, bon ça c'est sûr, dès lors qu'ils rencontrent surtout de nouvelles personnes et découvrent de nouvelles pratiques sociales, affectives et sexuelles. Emma, j'aimerais commencer avec toi en te posant une question très générale mais importante. Selon toi, à quoi tient le bien-être sexuel quand on a 20 ans ? Sacrée question, effectivement, qui est assez complexe, mais qui doit prendre en fait en compte vraiment une diversité de facteurs. À FRIS, on prend la santé sexuelle dans une globalité, dans la santé globale en fait, comme le fait l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui s'organise autour du triptyque santé mentale, santé physique, santé sexuelle. Et ces 3 pôles sont pas indépendants les uns des autres, doivent être pris les uns avec les autres. Ma santé mentale a un impact sur ma santé sexuelle sur ma santé physique, etc. Une fois qu'on a pris ça en compte, après, on peut réfléchir au bien-être sexuel et donc du coup partir de facteurs très basiques en fait, de premiers besoins. C'est est-ce que je vais avoir un logement, est-ce que je vais avoir de quoi manger aujourd'hui, est-ce que j'ai une stabilité financière ou un emploi, est-ce que je suis entourée, est-ce que j'ai des proches à qui je peux parler. Et une fois qu'on a ces choses-là en place, on peut penser au bien-être sexuel. Le bien-être sexuel qui va ensuite pouvoir s'épanouir avec de la prévention, de la communication. La communication, c'est hyper important. Des discussions autour de la sexualité, enlever le tabou. Et après, c'est comme disait une des étudiantes pendant les témoignages, c'est que la sexualité à 20 ans, en fait, elle est différente pour tout le monde. Et la sexualité, en général, évolue tout au long de la vie. Et donc, du coup, elle est différente tout au long de la vie. Et ça va différer selon les personnes, selon ce qu'elles vivent en ce moment, leur parcours de vie, etc.
Garance, pour toi, s'il y avait un enjeu majeur dans le cadre du bien-être sexuel qui était vraiment à souligner, surtout quand on est étudiant, ça serait lequel ? Pour moi, l'un des trucs les plus importants au niveau du bien-être sexuel, c'est, comme tu disais, la communication. Enfin, trouver un endroit entouré de personnes avec qui on peut échanger de manière libre, sans jugement, et que au moins on peut confronter différents points de vue, différentes expériences, et je pense que c'est comme ça qu'on va construire et qu'on va se permettre aussi éventuellement d'avoir diverses expériences qu'on n'aurait pas pu imaginer avant. Pour moi, le plus important, c'est de trouver ce cadre-là avec qui, ce cadre entouré de personnes bienveillantes. Et Priscille, selon toi, ce cadre, il existe ? Je pense qu'il faut essayer de se le créer en se rapprochant des personnes qui ont à peu près les mêmes valeurs, la même conception de la sexualité. Et je rajouterais du coup, pour rebondir avec ce que disait Garance, ça serait le consentement, comme on a souligné tout à l'heure. Quand on a 20 ans, justement, on est peut-être en train de découvrir plein de choses. Et tant qu'il y a le respect du consentement, je pense que c'est l'essentiel. On y reviendra sur le consentement, qui est vraiment un enjeu majeur qui est ressorti dans beaucoup de témoignages. Delphine, pour continuer là-dessus, j'aimerais te demander comment, selon toi, le rapport des étudiants à la sexualité a évolué ces derniers temps ? C'est une question qui est très compliquée à quantifier en France, parce qu'en fait, on a de manière générale très peu d'enquêtes sur la sexualité, et encore moins sur celle des jeunes et celle des étudiants. C'est un peu le trou noir des enquêtes statistiques. Mais on a quand même beaucoup de choses, et je pense qu'il y a une prise de conscience de la part de nombreux étudiants et étudiantes sur le fait qu'ils sont acteurs de leur sexualité et de leur vie affective de manière générale. Et je pense qu'il y a aussi, heureusement, une prise de conscience des acteurs de l'université et des services de l'université et des services de santé de manière générale aussi. Donc j'espère que ça évolue en mieux. Ensuite, le problème, c'est que on n'a pas vraiment d'indicateurs sur lesquels s'appuyer, mis à part des témoignages et des témoignages d'étudiants et d'étudiantes qui sont heureusement de plus en plus fréquents. Alors, c'est des enjeux auxquels toi tu t'attaches dans tes missions quotidiennes, dans le cadre de la mission égalité et diversité de l'université Claude Bernard-Lyon. Est-ce que tu dirais malgré tout que, de manière générale, l'éducation de la sexualité en milieu universitaire est satisfaisante, ça c'est ma question, mais est-ce qu'elle est la même partout d'abord ? Je pense qu'elle est partielle, parce que on a tendance à imaginer, je pense que je serais pas la seule sur cette table à penser ça, que à partir du moment où on est majeur, on est le seul à pouvoir prendre des décisions et à pouvoir s'informer sur sa propre vie. Alors d'une partie c'est vrai, en effet, mais je pense qu'on oublie qu'on apprend tout au long de notre vie, et heureusement, et que l'université est là pour continuer d'apporter des informations et des enseignements à ses étudiants et à ses étudiantes, et pas que à ses agents aussi. Pour ce qui est du personnel de l'université, notamment des services de santé universitaires, je pense que c'est pas des sujets qui sont primordiaux pour tous et toutes. Il y a encore beaucoup de besoins de formation de la part des personnels de santé et de la part du personnel de l'université, de la part du personnel qui fréquente des étudiants de manière générale. Donc de ce point de vue-là, je dirais qu'elle est un peu inégalitaire sur le territoire, et que ça dépend vraiment de comment est-ce que l'université s'engage de manière générale sur les questions de sexualité, de violence sexistes et sexuelles aussi. On va en reparler, ça, justement. Et alors, on entend de nombreux témoignages, notamment d'étudiantes et d'étudiants qui recherchent l'équilibre et le respect dans la relation, évidemment, à l'autre, dans les rapports intimes et sexuels aussi. Mais malgré tout, ces rapports-là sont largement construits à partir d'une approche qui est très masculine. Et, chose impressionnante, l'enjeu du consentement est encore loin d'être réglé. J'en veux pour exemple les très nombreux témoignages qu'on a reçus spontanément autour des rapports hommes-femmes, encore déséquilibrés, des inégalités, et donc autour de cet enjeu encore hyper prégnant du consentement. On a un âge où c'est normal, on a des envies, on a des désirs, mais il faut pas oublier qu'on est deux. Et il faut vraiment tout le temps demander ce que pense l'autre et comment se sent l'autre. Forcément, la question du consentement, pour moi, elle n'est pas réglée. Encore et encore, on a toujours des histoires d'agressions sexuelles ou autres.
Et à la rentrée, on avait beaucoup de posts sur des comptes féministes ou autres. Les week-ends d'intégration, faites attention. Les soirées étudiantes, faites attention. Donc forcément, si ces posts-là reviennent chaque année, c'est que cette question n'est toujours pas réglée. Moi, je trouve que les médias font un énorme travail là-dessus. Après, je sais pas si c'est seulement mon feed, ma bulle sur mon Instagram qui fait que j'ai souvent des informations là-dessus, mais il y a vraiment une vulgarisation de tous ces sujets-là pour faire en sorte que ce soit plus tabou et qu'on puisse en parler et tout. Surtout les réseaux sociaux, en fait, parce que les médias, la télé et tout, peut-être un peu moins, mais les réseaux sociaux font que on a des témoignages, vraiment une sensibilisation au consentement. Priscille, comment est-ce qu'on explique qu'en 2021, la majorité des étudiants qu'on rencontre évoquent spontanément le fait que l'enjeu du consentement est encore loin d'être réglé? Je pense déjà c'est une notion depuis 3-4 ans, je pense on entend beaucoup parler de consentement. Après, j'ai l'impression qu'on a tous intégré la définition, à peu près, une grande majorité en tout cas, mais qu'après l'appliquer, j'ai l'impression pour beaucoup c'est compliqué. Donc il y a la théorie, il y a pas beaucoup la pratique. Sur les réseaux, on le voit beaucoup, on entend beaucoup aussi à la télé, c'est quelque chose, même dans les discussions, on en parle beaucoup entre amis, mais j'ai l'impression que pour l'appliquer, c'est différent. J'ai l'impression qu'on n'a pas tous les moyens parfois d'exprimer le consentement, et certaines personnes n'ont pas aussi la volonté ou la capacité de demander le consentement, ou on leur a pas appris à le faire. La libération de la parole a été importante, mais j'ai l'impression que c'est un pas qui suffit pas pour régler cet enjeu du consentement. Comment ça s'explique, Emma, et par quoi ça doit passer pour être réglé? La sensibilisation, je dirais, l'éducation. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu affligeant parce que il y a une très grande libération de la parole sur les violences et sur le consentement, l'importance du consentement. Mais en fait, on dirait qu'il se passe rien. Tous les jours, on a des nouveaux témoignages dans plein de milieux différents, et puis il se passe pas grand-chose. Et je voulais juste rebondir sur la notion de consentement, parce que je pense que c'est très important aujourd'hui d'en parler. Il faut faire de la prévention, il faut, dès le plus jeune âge, parler de cette notion de consentement, mais consentir, ça veut dire accepter que quelque chose se passe. Et en fait, je pense que l'étape suivante, ça sera aussi rendre les personnes actrices de leur propre sexualité, et plus à consentir, à accepter qu'on leur propose un rapport sexuel, mais à être acteur, actrice, à proposer elle-même, et à revenir sur un pied d'égalité. Et je pense que ça serait intéressant d'avoir un débat général et une discussion ouverte sur cette notion de consentement, sur le mot, sur la symbolique, sur ce que ça veut dire vraiment. Et je pense que ça sera peut-être l'étape suivante, mais ça peut être des pistes de réflexion intéressantes. Pour faire un lien avec l'actualité et malheureusement le fait qu'il y ait une vague de plaintes actuelles qui déferle sur les réseaux, notamment avec le hashtag Balance ton bar, qui est saisi par des victimes, jeunes, femmes, souvent, droguées au GHB, et à leur insu dans les bars pendant les soirées. Donc voilà, en 2021, on en est là, devoir mettre un couvercle sur son verre en soirée pour se protéger des intoxications de quelques bonhommes mal intentionnés. Les prises excessives de psychotropes, dont l'alcool, sont des situations où l'enjeu du consentement est particulièrement posé, et là aussi on a eu des témoignages. Dire que oui, j'étais alcoolisée, donc je lui ai mis une main, ou autre, oui, j'étais alcoolisée, donc je l'ai forcé à aller un peu plus loin. Non, c'est juste un prétexte. Delphine, c'est juste un prétexte? Complètement. Là, il faut savoir déjà, alors peut-être le moment pas très marrant où on parle de loi, où il faut savoir que l'alcool, en fait, c'est une circonstance aggravante dans le cas d'une violence sexuelle ou d'un viol, pour les deux parties. C'est-à-dire si la victime est sous psychotrope, c'est une situation, une circonstance aggravante pour l'auteur de la violence, mais c'est également le cas si l'auteur est lui-même sous substance psychoactive. Et la deuxième chose, alors j'ai découvert il y a pas très longtemps une enquête qui a été faite au Québec, donc des chercheurs qui sont allés questionner si la prise de psychotropes avait un effet sur la perception des violences sexistes et sexuelles. Et en fait, la réponse est non.
C'est-à-dire que la conclusion de l'enquête, très brièvement, c'est que l'agresseur aurait également agressé s'il n'y avait pas eu d'alcool ou de drogue dans l'histoire. Très intéressant ça. Sur la question du GHB et du GBL, qui font partie de ces substances psychoactives qui sont au cœur de la polémique et de la situation autour du hashtag Balance Tobar, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que ça dit de notre société, en fait, qui est des jeunes, qui s'adonnent encore à ça? En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, aujourd'hui, on parle beaucoup de ces drogues-là. Ouais. Mais ce qui est important de dire, je pense, c'est que les personnes qui se font droguer dans ce genre de contexte, en fait, on utilise pour les droguer majoritairement l'alcool et les médicaments. C'est des drogues qui sont utilisées occasionnellement, et c'est très grave, et il faut le dire et le dénoncer. Mais en fait, il y a énormément de personnes qui vont forcer des jeunes femmes à boire beaucoup et qui vont profiter d'elles. Alors qu'elles sont pas aptes ni à parler ni à marcher des fois. Et en fait, c'était ça aussi par rapport à l'alcool que je trouve ça hyper intéressant, c'est que l'alcool ne rend pas con, il désinhibe. Et donc en fait, il n'y a pas besoin d'alcool pour être un violeur ou un agresseur. Et d'ailleurs, il y a souvent des violeurs, des agresseurs qui sont même pas bourrés, mais qui vont profiter d'une personne qui est bourrée. Donc oui, ça revient à ce que disait Delphine. Voilà, exactement. Je pense que le GHB et ce qui se passe avec Balance Tobar, c'est très important, mais c'est vrai que c'est un peu... il y a cette drogue-là, mais la majorité du temps, ça reste l'alcool et les médicaments. Dans le cadre des soirées étudiantes auxquelles vous participez sans doute, Garance et Priscille, c'est des situations auxquelles on est confronté souvent, régulièrement ou pas, ou alors l'exception confirme la règle, mais elle est assez grave pour être soulignée. Moi, je suis peut-être un mauvais exemple pour ça, mais je sais que ça a été... l'un de mes freins de pas participer justement aux soirées étudiantes. Du coup, j'étais en STAPS avant sur Marseille. Et bon, il y a toute une réputation autour des soirées STAPS et tout ça. Et en fait, moi, ça me faisait clairement peur, où je me sentais pas du tout en sécurité. Et je me disais qu'en fait, si il m'arrivait quelque chose à ce genre de soirée, c'est pas dans toutes les soirées où il y a une zone où justement une sorte de stand, parce qu'il y a des assos qui font ça. Qui donc font des zones si on a besoin de quoi que ce soit, même des zones safe aussi, des zones safe, et juste on va là-bas et on s'occupe de toi et on prend soin de toi, et c'est pas encore systématique, et je pense que ça devrait l'être, parce que avec l'alcool, les gens se sentent tout permis, et il y a une culture de l'alcool dans certains milieux, ça fait vraiment très peur. Tu verras, Gé? Ça m'est pas arrivé à moi-même, mais j'ai quelques copines qui m'ont témoigné comme ça de moments, elles arrivent pas encore à mettre le mot en disant je me suis fait droguer, mais il y a des moments de la soirée où elles ont pas vraiment bu ou où elles ont pas pris d'autres produits, mais il y a un trou noir, il y a quelque chose qui s'est passé, se rappelle pas de ce moment-là. En tout cas, ça arrivait à 2-3 amis. Moi, ça m'est pas arrivé, mais je ressens la même chose que ce que tu viens de dire, Garance. L'insécurité, faire attention aux verres aussi, alors qu'on n'est pas censé se préoccuper de ça. Et c'est vrai que je pense que dans les soirées étudiantes, j'en ai pas fait beaucoup, mais en tout cas, il manque des endroits de safe zone ou la présence de certaines associations. Oui, parce que sinon, du coup, au final, tu vas en équipe, et si tu n'es pas en équipe, tu te sens pas en sécurité. Et bon, après, il faut y aller en équipe une équipe bienveillante, parce que ça arrive d'avoir des équipes où tu vois des gens qui lâchent leurs potes complètement ivres, à moitié dans le coma sur le bord de la route, et ça leur pose pas de soucis, quoi. Donc c'est... Ouais. Les prises excessives de psychotropes jusqu'au sujet suivant, il n'y a qu'un pas, malgré une forte libération de la parole. En ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles, ces dernières années, le problème est loin d'être réglé. Là aussi, on a du témoignage. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même plus pris en compte, dans le sens où on en entend plus parler, mais que c'est toujours pas réglé. Donc c'est quand même assez grave, je trouve, en 2021, que y ait encore des agressions sexuelles. On s'est fait agresser plusieurs fois à Lyon. Et dont une fois, on était ensemble avec une autre amie de notre prépa. On se dirigeait vers le métro, et on a entendu des mecs nous dire « Ah, encore des LGBT de merde !» Et ils nous ont lancé de la sauce dans la gueule, en fait. Et ça nous a marqué, moi ça m'a pas traumatisé ni rien, je pense pas que toi non plus, mais juste on aimerait avoir un peu plus de sécurité, et juste le fait que
des thématiques comme l'homosexualité, etc. soient encore super tabous. Enfin, même pas tabou, juste pas respecté, c'est super angoissant, quoi. Parce qu'on se dit, ouais, là, si je sors à telle heure, toute seule, je vais me faire agresser. On aimerait qu'il y ait un peu plus de sécurité pour les femmes, notamment, ou les personnes qui rentrent pas dans le cadre social habituel, quoi. Il y a des gens, je sais, qui sont très vite traumatisés et qui, du coup, sont reclus chez eux et veulent même plus sortir, quoi. Je pense que si ça se passe déjà dans le cadre scolaire, il faut saisir la direction. Ensuite, dans la rue, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut essayer d'aller trouver un commissariat directement. Et en tant que témoin, déjà, il faut aller voir la victime. Et après, il faudrait essayer de l'encourager, il faudrait lui dire que c'est pas elle le problème et tout, parce que des fois, c'est les victimes qui sont considérées coupables et tout, elles se sentent coupables, donc il faut essayer de les déculpabiliser et puis après les accompagner dans leur démarche pour aller porter plainte. Avant de passer à savoir comment est-ce qu'on prévient mieux, est-ce qu'on jugule mieux ces violences sexistes et sexuelles, j'ai envie de te demander, Delphine, quel état des lieux on peut dresser des violences sexistes et sexuelles dans la communauté étudiante en France ? Alors ça rejoint un peu ce que je disais au début de l'épisode, mais il y a aussi de plus en plus d'associations et d'établissements qui ont fait un peu un état des lieux en interne. Nous, à Lyon 1, on a fait une enquête sur le consentement en 2019, qui a été donc adressée à toute la population étudiante. Ce résultat, il n'est pas pire ou mieux que celui des autres universités. Il est juste représentatif de ce qui se passe en France et dans le monde de manière générale. Et que globalement, une étudiante sur 5 est victime de violences sexistes ou sexuelles à l'université. Il faut savoir que quand on dit à l'université, ça comprend pendant les enseignements, que ça soit avec des étudiants, des étudiantes ou avec des enseignants. Ça comprend aussi les moments où on est en contact avec du personnel administratif, entre les étudiants et les étudiantes, et également en dehors de l'université. Dans le cadre de soirées notamment. Dans le cadre de soirées notamment. Par quelle mesure, du coup, Emma, est-ce qu'on doit passer, selon toi, pour prévenir et juguler ce type de violences sexistes et sexuelles ? Détruire le patriarcat. Non, c'est vraiment très complexe comme question, pardon. Je dirais, puisque c'est mon travail, la sensibilisation et l'éducation, dès le plus jeune âge, vraiment. Mais c'est aussi des questions qu'il faut régler au niveau institutionnel, en fait, et étatique. Et il faut que l'État se saisisse de ces questions et repense en profondeur les rapports de domination. Voilà, vaste programme. mais je dirais de prime abord comme ça, la sensibilisation et l'éducation. Et pour sensibiliser et éduquer au bénéfice de témoignages et de savoir à qui en parler, est-ce que vous, Garance, Priscille, vous savez à qui en parler, auprès de qui témoigner des violences sexistes et sexuelles dont vous pouvez être soit témoin, soit victime ? Je pense, dans un premier temps, on aurait tendance à se tourner vers nos amis et nos proches, peut-être la famille, mais après, dans un cadre plus institutionnel, voilà. Je pense notamment d'aller porter plainte. Ouais, ou sinon j'allais dire en fonction de le contexte dans lequel ça s'est passé, trouver des personnes ressources au niveau de la fac ou de son école, une personne avec qui on a une relation particulière, ou on a une relation de confiance, et au moins peut-être qu'elle aura des ressources et qu'elle saura quoi faire justement pour que l'institution prenne ses responsabilités également. Si je peux rajouter, je pense que c'est important qu'on nous apprenne et qu'on apprenne aux autres comment accueillir un tel discours et un témoignage de violence sexiste ou sexuelle. Parce que même si ça nous arrive à quelqu'un de proche, on est souvent démunis, on ne sait pas comment répondre, et le plus important, c'est pas blesser la personne qui a déjà subi quelque chose. Donc c'est quelque chose, je pense, qui s'apprend, c'est pas inné, c'est pas intuitif. Oui, moi je voudrais compléter sur les ressources. Évidemment, je prêche pas paroisse. À l'université, donc à Lyon 1, mais en fait dans la plupart des universités en France et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, il y a des dispositifs d'écoute qui sont accessibles pour les étudiants et les étudiantes. Donc à Lyon 1, on a un dispositif qui s'appelle Signalement, sur lequel on peut donc signaler si on est victime ou témoin de harcèlement, de violences sexistes ou sexuelles en tant qu'étudiant et étudiante, et on est accueilli par une équipe d'écoutants qui sont donc évidemment formés à l'écoute et aux violences, et qui pourront dans le besoin réorienter et accompagner surtout les personnes victimes de violences
Et c'est évidemment complètement confidentiel. Emma, tu veux rajouter C'est vrai qu'à Fris, on dit souvent à qui on veut et à qui on peut. Mais il y a aussi une liste d'associations que peut-être on pourra mettre en ressources, qu'on peut contacter, et des chats aussi sur Internet. La santé et le bien-être sexuel tiennent donc bien évidemment à ces enjeux d'éducation, de libération de la parole, de consentement et de combat face à ces violences sexistes et sexuelles qui existent encore. Mais ça tient aussi à notre rapport à la prévention des risques de santé associés à la sexualité, notamment les IST, ainsi qu'au rapport qu'on a avec la contraception. Et justement, la meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit en fonction de sa situation personnelle, sociale et relationnelle, et celle dont on comprend le fonctionnement. En fait, la contraception aujourd'hui est très fiable, elle est facile d'accès, ça participe clairement à la liberté, au plaisir et à l'autonomie sexuelle de chacun et de chacune. Mais pourtant, quand on tend un micro aux étudiants, elle est souvent perçue comme une contrainte à laquelle on doit se plier, parce que c'est la norme, et que l'avantage premier qu'on en tire est souvent médical. La pilule reste quand même une solution de facilité, je pense, pour beaucoup, par crainte des autres. Moi, je trouve que c'est pas normal encore que ce soit 90% de la contraception qui soit fait par la femme et tout, mais d'un côté, je trouve que les garçons, on est très peu renseignés par les moyens de contraception qu'on peut avoir. Par exemple, j'avais entendu parler de la pilule masculine et tout, mais j'en ai entendu parler, mais je sais pas comment me la procurer ou en acheter, comment la prendre et comment se la faire prescrire et tout. Donc, je trouve qu'on n'est pas encore assez informés et que aussi, je pense que les femmes sont pas forcément prêtes à nous donner la responsabilité de la contraception, parce qu'il y a des hommes qui sont pas assez responsables et qui la prendraient pas ou qui mentiraient pour avoir des relations. Je pense que c'est pas encore une question réglée. Pour comprendre de quoi on parle, Emma, des basiques aux petits nouveaux, quelle est la palette contraceptive à laquelle on a accès en 2021 ? Une très large palette, vraiment. Pour juste rebondir sur le dernier témoignage, la pilule masculine n'existe malheureusement pas. Ça fait des décennies, je pense, on peut vraiment parler de décennies qu'elle est en train d'être travaillée. Mais le comité de chercheurs et chercheuses sur la pilule masculine a réalisé que ça faisait des effets secondaires. Et du coup, ce qui est le cas aussi chez les femmes avec la pilule. Tout à fait, exactement. Mais chez les hommes, c'est un peu plus compliqué à accepter. Voilà. Donc du coup, en termes de contraceptifs, on a les basiques de la pilule hormonale. On va avoir le stérilet cuivre, le stérilet hormonal, l'implant contraceptif. On va aussi avoir l'anneau vaginal. On peut parler aussi de diaphragme. Je vous fais une liste en fait parce que il y en a plus d'une dizaine et si je voulais faire une description détaillée, ça prendrait du temps. Voilà. On a aussi la symptothermie. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est une méthode naturelle qui permet en fait aux femmes, de suivre leur cycle grâce à leur température, etc. Ça peut aussi avoir un effet de rajouter encore un peu plus de charge mentale pour certaines femmes. Et on a quand même l'arrivée de certains contraceptifs dits masculins. Alors, c'est vrai que là, on parle de féminin-masculin, mais bon, on essaie d'être un peu en dehors de la binarité quand on est du mieux qu'on peut. Donc, on a aussi les préservatifs internes et externes qui font partie des classiques. Dans les contraceptifs masculins, on va avoir la vasectomie, aussi l'anneau androswitch et les slips remonte-couilles, aussi appelés slips chauffants ou slips toulousains. Les pauvres Toulousains. Exactement. Parce que l'inventeur était toulousain. Très bien. C'est très... Et qui en fait d'une technique qui va remonter les testicules près du corps, ça va réchauffer les spermatozoïdes qui vont pas du tout kiffer ça et donc du coup ça va rendre plus difficile la procréation. Merci, tout à fait. Voilà, en gros. Après, il faut aller sur le site Choisir ma contraception et là il y a tout un tableau très détaillé qui permet d'avoir les prix, les avantages, les comparaisons. Merci pour cette ressource. Voilà. Ce qu'on a entendu dans les témoignages aussi, autant de la part d'un garçon que d'une fille, c'est que la responsabilité de la contraception pèse essentiellement sur les épaules des femmes, encore aujourd'hui. Comment ça s'explique ?
Ça, je pense qu'on va avoir beaucoup de réponses. Et comment on peut rééquilibrer en tout cas cette situation, Delphine? Le patriarcat. Attends, ne répondez pas ça à tout, mais c'est très drôle. Comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique qu'on a toujours cherché à contrôler le corps des femmes et pas celui des hommes depuis des millénaires. Et donc, on considère que c'est le problème des femmes si elles ont un enfant et pas celui qui a planté la petite graine. Voilà, pour faire une réponse courte. Qui est très bien, essentiel. Quels sont les moyens qui sont aujourd'hui mis en œuvre pour équilibrer cette situation? Présenter exactement ce qu'on vient de faire, présenter tous les différents types de contraception, en passant de ceux pour les femmes et ceux pour les hommes, de manière très très large, et parler aussi en parler aux hommes, et même si les hommes ne prennent pas, dans un couple hétéro, on va dire, si les hommes ne prennent pas de contraception, c'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas être acteurs de la contraception que leur compagne prend. Tout à fait. Et en tant qu'étudiante, quels sont les freins que vous voyez, vous, à la contraception, en tant qu'étudiant, vraiment? Ouais, moi je trouve que justement les différents moyens de contraception, ils sont pas aussi libres d'accès. Il y a certains moyens de contraception du style le stérilet, tu peux pas te le faire poser aussi facilement quand t'as 20 ans et que t'as pas eu d'enfant. Et du coup, c'est en fonction du réseau qu'on a, où on arrive à trouver des professionnels qui le posent. Mais je trouve pas ça aussi simple. Et je me demandais justement si maintenant en quatrième, il parlait aussi des slips remonte-couilles ou ou si c'était toujours très... Très bonne question. Il faudrait qu'on demande au couple de septuagénaires qui a été cité tout à l'heure. Peut-être que vous le savez, vous? Non, j'en ai aucune idée. Je pense que le problème des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle qui sont normalement obligatoires du primaire au lycée, tous les ans, annuellement, pour 3 séances, ce qui est absolument pas fait, hein, on est d'accord. Et du coup, ces cours ne sont pas du tout réalisés toujours par des personnes formées et bien informées. Très souvent, ça peut être un prof de SVT, et du coup, on va parler peut-être de reproduction, mais pas de contraception. Déjà, les personnes concernées ont du mal à savoir tout le panel contraceptif qui existe. Alors les personnes qui ne le sont pas, j'imagine même pas. Merci pour ces réponses. Et on a parlé des préservatifs internes et externes qui servent aussi en partie à prévenir des IST. On a tous une raison de prendre le dépistage et la prévention des infections sexuellement transmissibles au sérieux. J'ai pas le temps, je prends pas de risques, ça me concerne pas, j'ose pas, ça me stresse. On a eu pas mal de témoignages, on en a sélectionné quelques-uns. C'est marrant parce qu'on en parlait hier à table et il y a des questions qui se posaient quand même, comme si c'était pas encore complètement clair pour nous. Hier on parlait du sida et en fait on se posait la question de comment ça fonctionnait en fait, c'est-à-dire à quel moment les impacts, les symptômes, tout autour de ça, et il y avait quand même des choses qu'on ne savait pas. Alors que je pense que c'est quand même important qu'on soit au courant. Il y a beaucoup de campagnes de prévention, etc. On n'est pas à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. C'est encore choquant de voir qu'il y a des jeunes qui prennent ça à la légère alors que c'est quand même quelque chose de grave. On a beau être briefé depuis jeune, il y en a vraiment plein qui font de la merde, quoi. J'ai jamais foutu une capote, tu vois, je me dis, c'est chaud. Après, je couche pas avec n'importe qui, je suis recouché qu'avec mes copains, mais j'ai jamais eu de capote de ma vie, quoi. Et pourtant, j'ai des amis qui ont le VIH et tout, tu vois, donc je suis en mode, réveille-toi par contre. Mais après, je sais qu'il n'y a pas de risque, mais bon, c'est... voilà. Le dépistage, je trouve qu'il est peut-être pas assez mis en avant, qu'on parle beaucoup de se protéger, tout ça, mais je pense que se faire dépister aussi, c'est un élément clé et qui devrait être fait à chaque fois, à chaque relation avec un nouveau partenaire, quoi. Mettre un préservatif, se faire régulièrement dépister aussi, c'est pas des gestes dont on prend facilement l'habitude. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant de moyens à notre disposition pour mieux nous prémunir des IST. Et qu'il y a des solutions adaptées qui existent pour chacune et chacun d'entre nous. Emma, même exercice que la dernière fois, si tu veux bien, un point sur les principales IST qui existent et peut-être les moyens de se soigner. Je dis les principales parce que là c'est pareil, on va pas faire une liste à travers des centaines d'IST. Tellement de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir dans ces témoignages. Je t'en prie. Mais déjà la question est intéressante parce que les principales IST, est-ce qu'on va parler des plus fréquentes ou de celles qui font le plus peur? Parce qu'on parle souvent du sida, du VIH, alors qu'en réalité les plus fréquentes ça va être la chlamydia ou le HPV. Après, je voulais rebondir surtout sur un des témoignages qui disait c'est grave. En fait, c'est pas si grave.
Les IST, si on se fait dépister, il faut se faire dépister parce que la majorité des IST sont asymptomatiques. Et une fois qu'elles sont dépistées, on en guérit avec un traitement, tout basiquement. Et en fait, il faut pas avoir peur des IST. En fait, ce qui va être difficile, c'est si on les dépiste pas, qu'on les voit pas, et donc du coup, ça va après arriver à des complications. Mais donc oui, on a le HPV, on a la chlamydia. Après, je pourrais vous faire une liste syphilis, gonorrhée, etc. Mais je pense que le plus important, c'est comme tu as dit, c'est le dépistage et de pas avoir peur d'en parler aussi. Parce que c'est vrai que moi, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je travaille à Fris. Et avant de travailler à Fris, en fait, pour être honnête, j'y connaissais rien en IST. On sait pas grand-chose, mais c'est pas grave. Il faut juste... il y a des sites de ressources et puis faut juste faire de dépistage. Et à l'université, c'est quoi les moyens et les stratégies de prévention et de dépistage aussi qui sont mis en place ? Alors ça, c'est plutôt porté par le service de santé universitaire qui est formé et qui a les moyens de pouvoir faire des dépistages à l'université. Du coup, évidemment, comme le racontait l'étudiant relais santé tout à l'heure, il y a des infirmières qui peuvent faire des prises de sang, il y a des médecins gynécologues qui peuvent faire des prélèvements vaginaux, etc. Donc il y a vraiment tout est possible et évidemment, c'est un personnel qui est aussi soignant et bienveillant, formé et bienveillant. Donc faut pas hésiter à s'en saisir. Sur les enjeux de prévention des IST, vous diriez que vous faites partie d'une génération d'étudiants qui est mieux préparée que celle d'avant ou pas ? Je crois que oui, principalement parce que j'ai l'impression que une grande majorité de nos parents, en tout cas de ce que j'ai vu, n'osent pas nous en parler. Et j'ai l'impression qu'ils en ont pas vraiment parlé entre eux à leur époque et encore actuellement. Il y a un certain tabou à communiquer, en tout cas de ce que je connais, entre les parents et les enfants. Donc c'est vrai que ça complique un peu les choses quand, en fait, si on a une infection, on attrape une infection sexuellement transmissible, on aurait tellement envie de se tourner vers nos parents. Parfois, c'est pas possible. On a la chance actuellement d'en entendre encore un peu plus parler. Mais je crois qu'il faut vraiment encore libérer la parole et c'est pas une honte en tout cas d'en avoir et faut en parler. Voilà. Ce qui m'avait marqué du coup je me rappelle donc c'était en 4e, on avait eu donc nos 2 heures d'éducation à la sexualité où on nous a vite fait parler des IST, mais bon voilà. On parlait de VIH, de SIDA, et IST en général et du coup nous dans nos têtes, il reste que SIDA, VIH. Et en fait, c'est pareil, c'est très hétérocentré la manière dont on va aborder les choses. Et je pense que dans des relations sexuelles, par exemple, avec des personnes à vulve, on n'en parle pas du tout. Et je trouve ça super important que ce soit également abordé et dire qu'il y a également des risques et que c'est également important de se faire dépister, même si on relationne uniquement avec personnes de même sexe que nous. Je vais faire un petit teasing. Fris va bientôt sortir un site spécialement dédié aux personnes à vulve qui ont des rapports sexuels avec des personnes à vulve. Trop bien. On va revenir pour finir ce podcast à de l'info basique en se demandant auprès de qui se tourner quand on souhaite évoquer sa santé sexuelle avec un ou une professionnelle de santé, ce qui n'est pas forcément évident de répondre, notamment les étudiants qu'on a rencontrés. On écoute Corentin. Je pense que si j'avais besoin, j'irais voir mon médecin généraliste, mais c'est pas la première personne qui me viendra à l'esprit et c'est pas une personne, je pense, qui est super qualifiée pour parler de tout ça, mais c'est la personne laquelle j'irai voir parce que je vois pas d'autres médecins ou je connais pas d'autres choses plus spécialisées. Qui consulter, quand et comment, quand on veut évoquer sa santé sexuelle avec un professionnel de santé? Emma. On peut venir à Fris, non, non, mais le médecin généraliste, ça marche bien. On peut aller en CEGID, c'est les centres gratuits d'information, de diagnostic et de dépistage qui sont du coup à l'hôpital Édouard Herriot et à la Croix-Rousse. On a aussi le C2S dans le premier, c'est le centre de sexualité. On a aussi AIDS, qui est dans le 6e, qui peut parler de ça. Et après, on peut aussi encore aller sur des sites et des chats. Alors après, il faut bien vérifier pour les endroits que j'ai donnés avant, parce qu'il y a des horaires spécifiques, c'est pas accessible tout le temps. Voilà.
Faut regarder un peu sur Internet, mais voilà ce que j'ai en tête. À l'université, les ERS. À l'université, oui, pour discuter, il y a les ERS. Pour être un peu plus accompagné, il y a les services de santé. Mais de manière générale, je dirais qu'il faut trouver, enfin, c'est ce qu'évoque ce Corentin, c'est qu'il faut trouver un soignant ou une soignante avec qui on est à l'aise. Et il faut pas hésiter à changer plusieurs fois si c'est pas le cas. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle Gin & Co, qui répertorie les professionnels de santé safe et qui serait apte à discuter de ce sujet-là. Tu peux épeler Gin & Co. Gin, alors G-Y-N, and, le petit S là, Co, C-O. Merci. Qui c'est que vous allez consulter, vous, intuitivement comme ça, pour parler santé sexuelle? Bah moi c'est pas mon médecin généraliste parce qu'il n'y en a pas sur Lyon. Mais non, je trouve ça c'est vrai que c'est une question très compliquée en vrai c'est vrai qu'il y a les services universitaires et tout ça. Moi j'y pense pas facilement. La question que je me pose avant tout avant d'aller voir un professionnel, c'est est-ce que je vais me sentir en sécurité avec ce professionnel et du coup forcément que on va sur des groupes pour demander conseil, que ce soit même rien forcément en lien avec la sexualité, mais des personnes qui vont avoir affaire avec ton corps et du coup c'est important de Moi, je dirais que j'ai tendance déjà dans un premier temps à me tourner vers mes amis. C'est pas toujours le bon choix parce que eux-mêmes ne sont pas toujours n'ont pas toujours les réponses à mes questions. Mais avant, oui, je fais passer ma question par des amis pour après ensuite aller voir un ou une professionnelle. Et moi, ce qui me vient à l'esprit, ça serait plutôt les pharmaciens et les pharmaciennes, où je suis déjà allée poser des questions, acheter des choses en rapport avec la santé sexuelle. Donc, c'est ce qui me vient à l'esprit, les pharmacies, ouais. Merci. Alors pour la dernière toute petite partie, je vais vous demander le conseil que vous donneriez à une étudiante ou un étudiant pour garder le contrôle de sa santé et de son bien-être sexuel. Instinctivement, je dirais poser des questions. Moi, ça serait, je dirais, d'oublier le regard des autres. C'est la chose la plus compliquée à faire, mais je crois que c'est celle qui fait le plus de bien, en tout cas. Ouais, ça va peut-être se rejoindre, mais le côté se poser des questions et aller chercher l'information, sur à divers endroits. Je pense que c'est important de multiplier les ressources. Alors moi, je pense qu'on ne peut pas tout contrôler, et c'est bien, mais surtout être à l'écoute de son corps et de sa tête. Mais merci à toutes les quatre pour votre participation. C'est la fin de cet épisode et sachez que sur le compte Insta du Crous, comme d'habitude, vous retrouverez tout plein de liens vers les initiatives qu'on a citées et vers les services qui peuvent vous venir en aide. À très vite, en terrasse.